Merci beaucoup Léa. Bonjour à tous. Avec le micro, ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Je vous remercie beaucoup de vous être connectés à cette présentation sur une petite passion que j'ai autour de la 4L, sur son histoire. J'ai eu la chance d'avoir une Renault 4 moi-même que j'ai dû m'en séparer il y a peu de temps avec beaucoup de regrets parce que c'est une voiture qui est pleine d'histoires, pleine d'aventures. Je me suis beaucoup amusé avec. Donc du coup, je voulais vous présenter un petit peu cette passion autour de la Renault 4. Donc d'abord de 1961, donc son année de création, à aujourd'hui. On va revenir sur pas mal de choses tous ensemble. Euh, Dans un premier temps, j'aimerais savoir un petit peu avec qui s'est connecté aujourd'hui. Je voulais commencer avec vous par une simple question. Qui a déjà conduit une 4L ou qui est déjà rentré dans une 4L, peut-être d'un ami, d'un parent, d'un cousin, de je ne sais qui. Si quelqu'un a déjà conduit une 4L, peut-être qu'il connaît deux particularités en général qui étonnent sur la première conduite. Est-ce que quelqu'un dans le chat a déjà conduit une 4L ou pas du tout? Alors Augustin, tu en as plusieurs qui t'ont dit «moi». Ouais, alors Heu, levier de qui a vitesse, en ouais, levier effet, de vitesse. est trop petit pour tenir le volant, ça arrive. C'est effectivement, donc il y a déjà une première réponse sur le levier de vitesse, tout à fait. Je vais avancer. Les deux premiers éléments, c'est le levier de vitesse qui, en effet, c'est une aventure, ce levier de vitesse, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, parce qu'en fait, il est vraiment au niveau du coude. Donc, on conduit une 4L comme on boit une bière, c'est-à-dire qu'on a le coude qui est bien en angle droit. Et contrairement aux voitures aujourd'hui ou les anciennes voitures, tout simplement, où c'est au niveau du genou et on passe la première en mettant à gauche puis en avant. La première, elle est tout droit. Donc on va aller pousser le levier de vitesse. La deuxième, elle est derrière. Et c'est vraiment une mécanique. Si on ne sait pas comment ça marche au début, on bug vraiment au niveau du levier de vitesse de ces bonnes vieilles 4L. Et en plus, un levier de vitesse dans lequel il y a un jeu de dingue, c'est-à-dire il faut vraiment démultiplier à chaque fois tous nos gestes, parce qu'on peut se retrouver en seconde alors qu'on cherche une quatrième, on est au point mort alors qu'on est en pleine accélération. C'est un peu compliqué. Et après, c'est le pédalier. Donc, vous voyez, c'est des deux pédales. Je n'ai pas réussi à trouver d'autres photos plus parlantes, mais en fait, vous avez la pédale d'embrayage et la pédale de frein qui sont très très hautes, les deux pédales de gauche, et la pédale de droite pour l'accélérateur qui est vraiment tout en bas à droite. Et donc, c'est toujours un peu compliqué. Au début, on se pose la question de se dire, mais comment on fait pour freiner, comment on fait pour accélérer, parce que c'est vraiment une petite dynamique à avoir. Alors, il y a première question d'Alexandre. Et qu'est-ce qui explique que le levier de vitesse est aussi différent de tout ce qu'on connaît des boîtes manuelles? C'est sur un autre modèle de voiture. C'est en fait l'architecture tout simplement de la Renault 4 et il y a une explication que je vais pouvoir fournir juste après, notamment sur la conception en fait initiale de la 4L. Je spoil un petit peu, mais la Renault 4 est la toute première voiture à avoir une traction avant, c'est-à-dire que le moteur était à l'avant. Avant, tous les moteurs, c'était à l'arrière des voitures, ce qui rendait en fait l'architecture différente. Je vais revenir dessus juste après pour éviter de perdre tout le monde. Hop. Alors, pour la route qu'on va faire ensemble là sur les 3 quarts d'heure, je vais vous parler d'abord de la naissance de cette icône, comment est-ce qu'on est arrivé à avoir des 4L sur la route. Après, sur l'évolution au fil des années, parce qu'elle a quand même 35 ans de règne, cette brave 4L, 34 ans, on va dire, de 61 à 95. Comment elle a évolué, quelles ont été ses principales évolutions. Après, il y a des chiffres et des anecdotes autour de la 4L que je voulais vous partager parce que c'est un peu rigolo. Je vous en donnerai d'autres au fur et à mesure des évolutions, mais c'est quelques chiffres qui sont assez parlants. Je vous proposerai après un petit sondage, un petit match entre la 2 chevaux contre la 4L, puisque c'est donc deux icônes de l'histoire de France où quand on voit une 2 chevaux, une 4L, on se dit vraiment ça fait plaisir quand on est en campagne. Et donc, je vous montrerai un petit peu justement quelle est la vision aujourd'hui, qu'est-ce qui sépare ces deux voitures un peu surconnues en France. Et après, ce sera la suite en électrique, puisque je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle version qui va arriver beaucoup plus moderne et d'autres petites surprises. Et après, des conseils d'achat. Si certains d'entre vous sont finalement complètement d'accord avec moi et veulent s'acheter une 4L, je vous expliquerai comment faire et quels sont les points d'attention à porter quand on est en recherche d'achat d'une Renault 4. Donc, on avance tout de suite sans problème vers la première partie, donc la naissance d'une icône. Je remets un petit peu dans le contexte. En 1945, donc fin de la guerre, il faut trouver en fait des voitures pour tout le monde, des voitures qui soient faciles
facile à entretenir, qui puisse emmener tout le monde d'un point A à un point B et à un prix réduit, forcément. Il y a encore tout à reconstruire, tout le pays à reconstruire. Donc, il faut vraiment des voitures qui soient simples d'utilisation. Donc, en 1946, il y a cette petite voiture en bas à gauche que vous pouvez voir, qui est la 4 chevaux. C'est Renault qui sort cette voiture, dans un premier temps, qui aura eu un petit succès, mais bien moins que la 4L, et qui a encore qui est encore créée sur d'anciens modèles de voitures d'avant-guerre. Donc, elle date un petit peu dans sa conception. Elle ne répond pas vraiment au cahier des charges. En 1949, Citroën lance la 2 chevaux, et là, c'est tout de suite magnifique, puisque ça répond au cahier des charges. C'est une voiture simple, c'est une voiture qui est utile et qui est plutôt fiable par rapport à tout ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. Donc la 2 chevaux prend des parts de marché de fou furieux, et aussi à l'époque, Citroën a une bien meilleure vision de la part des Français, puisque donc à l'époque, Renault avait un tout petit peu collaboré avec les forces nazies, ce qui n'est pas forcément génial en termes de marketing. Et donc, du coup, tout le monde se jetait sur cette Citroën 2 chevaux avec la vision que Citroën avait une meilleure opinion à l'époque. Et c'est en 1956 où Renault dit maintenant il en a marre de la 2 chevaux, on lance le projet 112. Et donc, le projet 112, c'était de créer une voiture qui pouvait répondre justement à tous les besoins en France. En France, vous le savez, on a un pays qui est formidable, c'est-à-dire qu'on peut avoir des montagnes, on peut avoir de la mer, on peut avoir de la campagne, on peut avoir de la ville. Et bien, le but, c'était d'avoir une voiture qui puisse répondre à toutes ces contraintes. Et en fait, dans la conception de la 4L, ils sont partis un peu partout dans le monde pour justement éprouver les voitures. Donc, ils ont pris des projets 112, comme vous pouvez le voir, c'est l'ancêtre de la 4L. Il y a des trucs qui ressemblent, des trucs qui ne ressemblent pas. Ils sont allés la foutre en Argentine, ils sont allés la mettre un petit peu partout, dans des pays scandinaves, pour essayer donc, le sable, la neige, un petit peu de tout. Et le code Marie-Chantal, c'est le code que m'est donné justement Renault dans les télégrammes pour dire comment ça s'était passé sur les essais, pour éviter que ces télégrammes ne soient interceptés par la concurrence et que les concurrents soient au courant que Renault travaillait sur la 4L. On parlait de Marie-Chantal. Donc Marie-Chantal est bien arrivée avec les enfants, ça voulait dire que tout se passait bien sur place. Il y avait pas mal de codes comme ça qui partaient. À l'époque, c'est assez rigolo. Et après, 5 ans après, ça y est, la sortie de la Renault 3 et de la Renault 4. Alors, on parle bien de la Renault 4L aujourd'hui. La Renault 3, c'était vraiment une version un peu low cost à l'époque. C'est-à-dire que c'était une voiture qui était très, très, très basique. On était vraiment sur le basique du basique. Et si bien qu'en fait, elle n'a pas marché du tout parce que la Renault 4 en tant que telle a été largement plébiscitée par les clients. Il y a 2-3 petites choses qui changent, je vous le montrerai tout à l'heure. Si bien que dès 1962, disparition de la Renault 3, et donc on conserve la Renault 4, qui ne se fait pas encore appeler Renault 4L, mais pour bientôt. Donc Renault réussit à faire vraiment une voiture polyvalente, familiale et utilitaire. Il y a trois éléments qu'on voit bien, qui sont bien découpés dans cette photo. C'est d'abord techniquement. C'est un plancher plat pour la première fois. Techniquement, on est sur des planchers plats. Aujourd'hui, toutes nos voitures sont sur des planchers plats, toutes les bases sont les mêmes. À l'époque, un plancher plat, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a forcément, c'est des bouts de briques et de broc qui s'ajoutent aux uns aux autres, et il n'y a rien de droit. Là, pour le coup, on a vraiment un vrai plancher plat. La deuxième évolution, c'est la traction avant, c'est-à-dire que le moteur est à l'avant de la voiture. Avant, même la 2 chevaux aujourd'hui, enfin les 2 chevaux qu'on croise encore aujourd'hui, les anciennes voitures, c'était des tractions arrière, c'est-à-dire que le moteur était à l'arrière. Là où ça change tout, c'est que le moteur à l'arrière, dès que tu prends un virage un peu vite, la voiture a une légère tendance à vouloir partir en tête à queue, etc., etc. La traction avant, ça va permettre d'amener un petit peu plus de stabilité, dans le fait de conduire. Et justement, le jeu dans cette boîte manuelle, c'est que c'est la première fois qu'on faisait des boîtes manuelles de cette manière-là. On ne savait pas faire des boîtes manuelles qui partaient vers l'avant, qui partaient vers l'arrière. Donc voilà pourquoi il y a aussi cet élément-là, c'est que toute la colonne de direction de la 4L pour aller jusqu'à la boîte manuelle. La boîte manuelle est à l'avant du moteur techniquement, et donc du coup, il y a un grand bras qui passe au-dessus du moteur et qui est relié à la boîte de vitesse. C'est pour ça qu'elle est différente de tout le monde et qu'elle a autant de jeux, c'est qu'il y a cet aspect un peu technique. Pour ceux qui ont déjà vu un moteur de 4L, ils comprennent parfaitement de quoi je parle. Pour les autres, j'espère que c'est suffisamment parlant. Mais voici pour ta question, Alexandre. Et après, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est l'aspect carrosserie aussi. La carrosserie, elle est simple. Il n'y a pas de fioriture. Et c'est la première fois qu'on voit un haillon, donc un coffre de cette manière-là.
Avant, vu que les moteurs étaient à l'arrière, on avait des petits coffres à l'avant. Vous pouvez voir sur la 2 chevaux, vous ouvrez le truc et vous avez un petit coffre qui est là, où en général, il y avait une roue de secours à l'époque, donc vraiment au niveau place, il n'y avait absolument rien. Et là, pour la première fois, on a un haillon, donc un grand coffre, on peut mettre beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire auprès de la clientèle, parce qu'on peut mettre plein de choses dans cette voiture, on peut aller n'importe où, n'importe comment, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Et justement, Renault, à l'époque, joue sur cette pub-là. Ils en jouent énormément pour dire que c'est une voiture qui est simple, qui est passe-partout et qui est pratique. On peut partir à plusieurs, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Et dans la pub à gauche, donc vous voyez, il y a la Renault 4L qui apparaît. Pour la première fois, c'est la Renault 4L. Alors pourquoi la Renault 4L? C'est tout simple, parce qu'initialement, je vous avais parlé de la Renault 3 et de la Renault 4. 4L, ça vient de la 4 Luxe. C'était une des voitures qui était proposée en tout début, avec la finition Luxe. Et en fait, vu que c'était la voiture qui se vendait le plus, ils ont fini par garder juste cette finition-là. Et donc, du coup, on a gardé le nom de Renault 4L. Voilà d'où ça vient. Initialement, qui était Renault 3, puis passé Renault 4, et donc Renault 4L. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle toujours de la Renault 4L. Un des éléments aussi mis en avant par Renault à l'époque, c'est que c'est une voiture qui demande très peu d'entretien. Les autres voitures étaient des voitures qui s'étaient refroidies à l'eau. C'est-à-dire que ça chauffe rapidement et que de temps en temps, il faut faire des pauses sur le bord de la route ou alors il faut rajouter un peu d'huile. À l'époque, ce n'était pas vraiment contraignant. Aujourd'hui, nous, on hurle dès qu'il faut rajouter un petit peu d'huile ou qu'il faut gérer de la mécanique. À l'époque, c'est des moteurs très simples et tout le monde a une petite vision de la mécanique. Avec la 4L, pour la première fois, on voit des moteurs qui sont refroidis avec du liquide de refroidissement. Donc, il y a un radiateur qui gère ça tout seul en autonomie. Et donc, du coup, ça permet à la 4L d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite aussi, sans avoir de nécessité d'entretien de la part des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été plébiscité dès les premières années de la Renault 4. Voilà pour cette première partie. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat ou en direct. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et si je suis amené à y répondre un peu plus tard, évidemment, je ferai un petit peu comme ça. La partie 2, donc l'évolution au fil des années. J'ai fait une évolution par tranche de décennie. C'est quand même un tout petit peu plus simple. Donc, au début des années 60, c'est donc le début d'une révolution. J'en ai un petit peu parlé dans la présentation, mais globalement, c'est une voiture qui est simple, de conception simple, et pour des usages familiaux, utilitaires, on met des trucs dans le coffre, et la voiture va un petit peu où est-ce qu'on veut. Il y a l'abandon rapide donc, de la Renault 3 dès 1962, qui est vraiment trop basique dans le sens où vous voyez les toutes petites fenêtres, alors sur la photo on ne voit pas très bien, mais les toutes petites fenêtres à l'arrière de la Renault ici, de la Renault 4 présente, eh bien ces petites custodes, comme on les appelle, elles n'étaient pas présentes. C'était quelque chose qui n'existait pas. Ils avaient juste fermé cet endroit-là. C'est un exemple parmi la Renault 3 qui n'a pas marché. La Renault, donc au tout début, c'est des boîtes de vitesse à 3 rapports. Donc c'est vraiment tout petit. Ça ne dépasse pas les 80 et c'est des petits moteurs qui ne dépassent pas 25 chevaux. En même temps, vu que la voiture fait 800 kg, par rapport à nos voitures actuelles, ça choque absolument pas. Le but, il n'y a pas de grandes autoroutes comme on peut connaître aujourd'hui. Pour aller en vacances, on traverse la Nationale 2, comme certains peuvent connaître. Donc c'est absolument pas choquant d'avoir une boîte 3 vitesses. Et pour la petite anecdote, une de plus, c'est que la voiture est tellement basique dans son ensemble qu'un autre lien marketing est arrivé auprès des clients. C'est-à-dire que c'est une voiture qu'on peut laver au jet d'eau, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est tellement simple à l'intérieur, il y a du plastique. Les sièges, ce n'est pas des gros sièges en mousse comme on peut avoir aujourd'hui. C'est vraiment de la chaise longue d'été on a mis 4 points de soudure et ça fait une banquette. Et bien, on peut laver au jet d'eau à l'intérieur de la voiture. Voilà, c'était une petite chose qui avait été amenée par le marketing de Renault. Voilà, c'est les débuts des années 60, c'est le tout début de la Renault 4L. Alors, Alexandre, souvent des voitures, lors de leur sortie, rencontrent divers problèmes. Est-ce que la 4L est d'office sortie pleinement fonctionnelle ou est-ce qu'elle a eu des blagues elle aussi? Non, la 4L, justement, il n'y a pas eu de blague à part cette petite finition qui ne fonctionnait pas. Ça a très bien fonctionné et c'est justement aussi pour ça que cette voiture a vite été adoptée par la population française. Il n'y a pas eu de gros soucis de courroie dans l'huile pour les PureTech, etc., ce genre de choses. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais il n'y a pas eu de problème de ce type. Dans les années 70, donc on va moderniser un petit peu cette 4L. C'est bien la simplicité, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, forcément, un peu plus loin dans le confort et la modernité.
c'est l'apparition de la boîte vitesse à 4 rapports. Ce sera la plus grosse, il n'y aura jamais de 4L à 5 vitesses qui vont exister, ce sera toujours des 4 rapports. Et il y a l'adoption d'un nouveau moteur, le moteur Cléon, qui vient des usines de Cléon, en Normandie, qui a été le moteur un petit peu à tout faire de Renault, qui était beaucoup plus puissant, beaucoup plus fiable aussi. C'est un moteur donc, qui pouvait développer des moteurs jusqu'à 35 chevaux à la fin de la 4L, avec 1100 cm3 pour ceux qui sont tout à fait... qui veulent absolument s'y connaître. À titre personnel, moi j'avais le moteur donc, de 956 cm3 qui développait 34 chevaux. C'était largement suffisant pour ce que j'en faisais, c'est-à-dire aller faire des petits trajets en campagne, profiter, aller à droite à gauche, juste pour le plaisir de se balader en voiture ancienne. C'était exactement ce qu'il fallait. Côté bouille, vous voyez, il y a une toute petite différence autour de la calandre de la voiture, donc à l'avant. Donc, vous voyez, avant, les phares sont différenciés de la calandre. Il y a les phares ronds qui sont bien spécifiques de la 4L sur les côtés. La calandre est au centre. Et bien là, la calandre va venir englober les feux au tout début. Ça va venir les englober, faire en sorte que il y ait cette bouille qui reste emblématique. D'abord avec une calandre en aluminium et après les calandres en plastique noir, comme vous pouvez voir sur la photo du milieu. Et après également donc, le tableau de bord qui devient un peu plus moderne. On a déjà un peu plus de boutons, un peu plus d'éléments qui viennent s'ajouter au tableau de bord et qui viennent moderniser petit à petit la voiture. Mais il n'y aura pas de grand changement de design. Je montre beaucoup de photos avant de la voiture parce que l'arrière n'a quasiment jamais changé. C'est toujours les mêmes feux, les mêmes phares, on va dire le même derrière, si je puis me permettre, au niveau de la 4L. Alors, Alexandre, à nouveau une question. Est-ce que ça se justifie par la simplicité pratique de la voiture ou par un design plus abouti par rapport aux voitures modernes? Tac. Est-ce que ça se justifie par la simplicité pratique de la voiture? Non, ouais, c'est juste de la simplicité. Enfin, vraiment, le but, c'est d'avoir une voiture simple. C'est pas d'avoir un design abouti. C'est vraiment on fait quelque chose qui puisse se vendre rapidement. L'aspect design n'était peut-être pas aussi mis en avant qu'aujourd'hui. Et bonne question aussi d'Aimé. J'espère que j'ai pas tapé à côté de ton prénom. Le chauffage se faisait comment? Et très bonne question. Alors le chauffage, à l'époque, dans la toute première Renault 3, dans les premières éditions, il n'y a pas de chauffage. Voilà, comme ça, c'est assez rapide. Et après, ils vont quand même moderniser cette 4L et on va aller prendre la chaleur toute simple du moteur. Vu que le moteur est devant, et on va aller récupérer cette chaleur. Et il y a des circuits de ventilation qui vont tourner autour du moteur pour récupérer l'air chaud et après le mettre dans l'habitacle. C'est encore un petit peu comme ça que ça se fait aujourd'hui. C'est tout simplement. S'il n'y a pas d'autres questions, j'avance pour arriver dans les années 80, les fameuses années 80. Donc là, c'est vraiment l'âge de maturité où la 4L termine sa modernisation. Donc c'est là où on a les plus gros moteurs. Je vous ai parlé du 1100 cm3, donc qui va développer 35 chevaux. C'est vraiment le plus gros moteur qui va être posé sur une 4L. Il y a l'amélioration de la sécurité, puisque maintenant les ceintures sont obligatoires au sein des véhicules. Donc forcément des ceintures. Il y a des pare-chocs renforcés. Il y a quelques changements au niveau des phares pour avoir un petit peu plus de visibilité sur la route. C'est plutôt pas mal. On arrive vraiment sur l'une des versions les plus abouties de la 4L et aussi à l'intérieur. On voit que là, ça commence à bien se moderniser. Les selleries sont assez bien suivies. Il y a de la couleur, il y a des motifs. Ça devient quand même vachement plus intéressant. Et après, au niveau du tableau de bord, vous voyez bien que le cadran a complètement changé. Maintenant, il y a des petits pictogrammes pour expliquer un petit peu ce qui se passe, pour mettre les warnings, pour expliquer quand est-ce qu'il faut aller mettre de l'essence, quand est-ce qu'il faut aller quand est-ce qu'il faut remettre de l'huile, quand est-ce qu'il y a un problème moteur. On a des informations, la voiture nous parle, la voiture nous fait signe, et il y a aussi une petite horloge qui apparaît sur le côté droit. Vous pouvez voir un tout petit carré, je ne sais pas si c'est assez grand. C'est une horloge qui apparaît, c'est le petit truc. L'autoradio arrive quand sur la 4L? Alors là, il arrive aussi dans les années 80. Tu peux voir sur le bas du tableau de bord, tu as un petit rectangle qui est vide. Il n'y avait pas d'autoradio qui était vendu directement avec la 4L, mais il y avait des prédispositions. Il y avait le câblage qui était fait. Après, c'était à toi de te débrouiller avec l'autoradio. C'était vraiment à l'ancienne.
Et dans les années 80, donc la 4L va aller de plus en plus loin sur sa production, où elle va s'exporter aussi de plus en plus, dans plus de 100 pays, on va le voir un petit peu après. Et vraiment, elle s'impose comme la voiture populaire, durable et économique qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment, quand tu veux une voiture qui veut t'emmener d'un point A à un point B, tu prends une 4L parce que tu sais qu'elle est largement capable de le faire. Et après, forcément, les années 90, le déclin, puisque après 34 ans de service, notre brave 4L commence à être dépassé un petit peu par certaines autres voitures qui arrivent. Il y a la Super 5 en 84, la Clio en 1990, qui forcément est bien plus récente et qui a une nouvelle bouille qui va remplacer définitivement notre Renault 4. Et donc, il y a des séries limitées qui vont arriver en fin de production, notamment la version Bye Bye, qui va être à 1000 exemplaires. Donc, vous avez en tout et pour tout, là ici, un petit sticker en dessous de l'horloge, avec donc la mention Bye Bye et le numéro de création de la Renault 4. Un petit clin d'œil. Et alors, sachez qu'aujourd'hui, les cotes de ces 1000 voitures ont explosé. C'est extrêmement cher par rapport au reste des 4L. Mais c'est normal, la rareté appelle la rareté. Et après, forcément, dans les années 90, il y a de moins en moins de volume de production. On arrête en France, en Europe, et puis à l'international au profit de véhicules plus récents et qui correspondent aussi plus au nouveau marché tel qu'on le connaissait à l'époque. Voilà un petit peu pour l'évolution au fil des années. J'aurais pu m'arrêter sur des milliers d'autres détails sur les jantes, sur les puissances moteurs, sur les évolutions de sellerie, de couleurs, de machin. J'ai pas voulu aller aussi loin dans mon détail pour éviter d'aller dans des détails qui finalement n'intéresseraient pas grand monde. Mais voilà, c'est une voiture qui a évolué. Quand on commence un petit peu à le voir, quand on en croise le plus souvent, on arrive vraiment à se dire c'est telle tranche d'âge, telle tranche d'âge, et c'est super agréable quand on s'y connaît un petit peu de dire ça c'est tel moteur ou tel. Il y a eu des séries spéciales qui sont sorties sur la 4L, qui ont été à la fois plébiscitées par les clients et à la fois qui ont été des flops magistraux, notamment cette 4L plein air. Vous allez deviner qui venait concurrencer la Méhari. Ça a été un bid absolu. Elle a très vite été retirée de la commercialisation, alors que c'est dommage, elle a plutôt une bonne gueule, elle est plutôt rigolote. Et aujourd'hui, pareil, ça s'arrache à des prix terrifiants par rapport à ce que c'était à l'époque. Il y a la Saint-Par, qui a été une 4L qui a fait le Dakar. Donc, ce sont deux frères, je n'ai plus le nom en tête, qui sont lancés le défi de faire le Dakar avec la 4L. Donc, forcément, il y a eu pas mal de modifications, c'est pas une 4L toute simple. Mais ils ont fait des très beaux scores et il me semble qu'ils ont terminé deuxième du Dakar dans les années 80. Donc, bravo à eux, bien joué, belle perf. Et je pense qu'ils ont inspiré quelques petits étudiants qui vont tous les ans dans le désert marocain avec le 4L Trophy, que je mentionnerai un peu plus tard. Et après, deux autres éléments qui ont, eux, vachement bien marché. Donc, c'est la 60s et la parisienne. La 60s, ça fait partie des dernières productions. C'était un petit peu un au revoir, un adieu, donc avec des couleurs spécifiques. Et sur la photo, pareil, on ne voit pas très bien, mais il y a deux toits ouvrants sur la 4L, chose qu'on ne voyait pas régulièrement. Et donc, ça a été un petit défi côté Renault d'ajouter ces deux toits ouvrants et de vendre cet aspect 60s. Donc, elle existait en bleu, en jaune et en rouge, si je ne dis pas de bêtises. Et dernièrement, la parisienne, où la 4L se voulait un peu plus chic, un peu plus remonter un petit peu dans le cœur des citadins. Et donc, vous pouvez le voir sur les portières et sur le haillon. Il y a cet aspect un petit peu rotin qui a été ajouté pour justement faire un petit peu parisienne. Moi, c'est pas celle que je préfère, mais tous les goûts et les couleurs. En tout cas, elle a été faite dès les années 60 et chaque décennie, il y a eu son petit lot de 4L parisienne qui s'est très bien vendu. Voilà pour la partie évolution. On va partir sur les chiffres et anecdotes. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat. J'ai un œil dessus. Si je peux y répondre, c'est avec grand plaisir. Alors, quelques chiffres. Au total, la 4L, c'est quand même plus de 8 millions d'exemplaires qui ont été produits et vendus sur les 5 continents et dans plus de 100 pays sur 34 ans de règne. Donc, c'est quand même immense. Ça fait d'elle la deuxième voiture la plus vendue dans le monde, juste après la 206, et devant les Renault 9 et 11. Donc voilà, cocorico, c'est-à-dire qu'à l'époque, on savait vraiment faire des bagnoles qui plaisaient à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est super plaisant de voir que c'est une voiture qui a vraiment marqué une génération un peu partout dans le monde. Vraiment, une 4L, on peut partir en Argentine, on croisera des 4L et ce sera normal sur place. Donc, c'est vraiment un petit cocorico de plaisir qu'on peut pousser.
Et comme je l'ai dit, donc, elle a été commercialisée dans plus de 100 pays, avec 28 lieux de production, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Asie. On l'a vu absolument partout, cette brave voiture. Et c'est en 1995, définitivement, que la toute dernière 4L sera produite à Casablanca. Donc le 3 décembre, on va bientôt fêter ce 30e anniversaire de fin de production de la 4L. Et c'est fou de se dire qu'en 30 ans, elle est restée dans les mœurs, bien ancrée, comme si elle n'avait jamais cessé en fait, d'être produite. Petite anecdote assez rigolote, le record de vitesse sur une 4L était de 237 km/h. C'est complètement con, je suis d'accord avec vous. En fait, pour les 50 ans de la 4L, des ingénieurs de Renault se sont dit que ce serait assez marrant d'aller dans un désert argentin où le sol est très friable, il y a souvent des records de vitesse qui sont battus. Et ils ont préparé une 4L, donc il n'y a plus rien de 4L là-dedans, je vous préviens tout de suite, à part la carrosserie, parce que vraiment, il n'y a rien d'autre. Le moteur, c'est un moteur de Renault 5 turbo, donc de 285 chevaux. Je vous rappelle que le moteur le plus gros à l'époque, c'était 35 chevaux. Ça met un petit peu une perspective. Les châssis, le train roulant, tout a été retravaillé pour éviter qu'elle se plie en deux sous l'effet de la puissance en fait, qu'il pouvait apporter. Et après, une boîte de vitesse donc de Renault 21 Turbo, c'est une boîte de vitesse à 6 rapports. Donc, c'est un monstre par rapport aux 4 pauvres petits rapports qu'on avait en général pour la 4L. Voilà. Donc, la Saline for Fun a dépassé les 237 km/h. C'est utile, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont dû bien rigoler à créer ça. En général, une 4L, ça ne dépasse pas le 130. Et même 130, avec la mienne, j'étais monté à 115. C'était largement suffisant pour doubler un camion. Je ne l'ai pas fait 2 fois parce qu'il n'y avait pas besoin de plus. Donc voilà, c'est cette petite anecdote que je trouve assez rigolote à vous partager. La 4L, ça a été une utilisation aussi multifonction auprès d'absolument tout le monde. Comme je vous le disais, on voulait une voiture utilitaire, une voiture fiable, une voiture simple. Et bien, ça a été mis justement partout. Je vous montre beaucoup de photos tout à l'heure de ce qu'on appelle la berlinette, donc c'est la petite 4 portes, mais la 4L existait aussi en version fourgonnette, qu'on appelait F4 ou F6, c'était la taille du fourgon à l'arrière. Elle a été utilisée auprès de la Poste. Tous ceux qui ont vu le film Les Visiteurs reconnaîtront cette scène où messire Godefroy et Jacouille désossent une pauvre 4L carrément de la personne. J'ai trouvé ça plutôt rigolo de mettre ça en avant, mais voilà, c'est dire à quel point elle était ancrée à l'époque dans l'univers quotidien, c'est que la 4L, elle était absolument partout. Elle a aussi donc aidé tout ce qui était EDF, les télécoms à l'époque, comme on les appelait, Orange, etc. La gendarmerie également, c'est comme les scéniques d'aujourd'hui, mais là, à l'époque, c'était une 4L. Et la 4L avait été gardée, petite anecdote, parce que justement, vous pouvez conserver son képi à l'intérieur. C'était une voiture qui avait quand même un ciel de toit assez haut, et donc vous pouviez rouler en tant que gendarme avec votre képi. Et enfin, le plus drôle que j'ai trouvé, c'est la papauté, puisque le pape François a eu une 4L. Elle a été offerte par un prêtre qui était italien, qui a fait plus de 300 000 km avec, qui avait passé sa vie auprès des pauvres et qui trouvait assez drôle d'aller donner cette 4L au pape, donc qui a fait quelques kilomètres avec. Actuellement, je ne sais pas ce qu'est devenu cette 4L suite au nouveau pontife. Est-ce qu'elle est encore dans les garages de la papauté? Je ne sais pas, mais en tout cas, le pape François avait été très content parce que lui-même, quand il était en Argentine, avait une 4L, et donc du coup, ça lui avait ramené pas mal de souvenirs. Et il avait pu faire un petit tour avec. Il avait été très, très content de ce cadeau. Voilà pour la petite blague. Alors maintenant, on va parler match. On va parler un petit peu, on va gonfler les pecs. La 2 chevaux contre la 4L. Ceux qui sont team 2 chevaux, je vous invite à quitter le chat. Je plaisante bien évidemment. Je me suis marié dans une 2 chevaux qui appartenait à un ami avec qui on a fait quelques balades. J'étais dans ma 4L, lui était dans sa 2 chevaux. On s'est vraiment fait plaisir. Mais ce sont donc deux emblèmes français et on va rigoler un petit peu aujourd'hui. On est 11 participants. On va voir comment vous sentez le truc. Hop. Alors. D'abord, je remets un petit peu cette image entre la 2 chevaux et la 4L, parce que c'est 2 bouilles qu'on connaît. Quand on voit ça, on se dit forcément c'est la France dans toute sa splendeur. On adorerait parcourir la campagne à longueur de temps avec l'une ou l'autre, ou les deux si on peut. Mais aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui différencie ces 2 voitures? D'abord, il y a le design. Quand vous voyez le design de la 2 chevaux, ça a une bouille vraiment très particulière. C'est quasiment caricatural, avec ces 2 joues là sur le côté qui sont très, très grands et ce regard un peu rond. Une 2 chevaux, on la repère immédiatement.
La 4L, elle est un peu plus cubique. Pareil, elle a des phares assez ronds, un regard assez étonnant, comme on pourrait dire. Mais voilà, on reconnaît directement une 4L d'une 2 chevaux. La 2 chevaux est un peu plus moins large. Vraiment, on voit une différence quand on rentre dans une 4L et quand on rentre dans une 2 chevaux. Il n'y a pas de place dans la 2 chevaux, là où dans la 4L, il y a beaucoup plus de place. Utilitaire, encore une fois. En termes de production, c'est une énorme gifle comme est la 4L à la 2 chevaux, puisqu'elle a quand même 3 millions d'exemplaires en plus. C'est là où on voit vraiment cet aspect de positionnement, de voiture utilitaire pratique, là où justement la 2 chevaux, ça avait plutôt un positionnement de voiture de liberté, simplicité, un peu esprit bohème, je vais aller là, je vais là, alors que la 4L, cette voiture m'amènera d'un point A à un point B pour une raison bien précise. Et après, en termes d'héritage et de symbole, c'est là où c'est le plus différent. C'est aujourd'hui, la 2 chevaux, c'est un objet culte de collection. Ça se voit aussi dans les prix. Aujourd'hui, une 2 chevaux en bon état, c'est 15 000 €, bien tassé. Une Renault 4, une Renault 4L, ça va davantage être sur les 6 000 €. Parce que justement, il y a cet aspect aussi 4L Trophy, où c'est des voitures qui vont dans le désert, et donc la cote reste assez basse, autour de 6 000 €. Je reviendrai un petit peu dessus un peu plus tard. Mais la valeur de la 2 chevaux ne cesse d'augmenter parce que justement, on ne l'a pas mis dans un désert, ce n'est pas une voiture utilitaire, c'est juste une bonne bouille, on est content de la voir. Quand on la voit, en général, on est satisfait. Et dans le symbole, ça se ressemble aussi. C'est le symbole international du génie à la française, la 4L, la 2 chevaux, alors que la 4L, c'est un symbole davantage un peu national, d'une voiture populaire et pratique, qui a été utilisée absolument par tout le monde, que ce soit personnellement ou professionnellement, avec les versions utilitaires. Voilà un petit peu ce qui différencie nos deux vieilles, comme on peut dire. Alors pour vous, qui est la gagnante? Si demain, vous avez vraiment le choix entre une Renault 4 et une 2 chevaux, alors pourquoi vous choisissez la 4L et pourquoi vous ne prenez pas la 2 chevaux? J'aime les deux, oui, on aime tous les deux forcément, mais c'est vrai que c'est amener un petit peu de challenge dans ce monde de bisounours, comme on pourrait dire. La suspension peut influer, oui et non. Pour avoir conduit les deux, il n'y a pas de suspension ni dans l'une ni dans l'autre. C'est-à-dire que quand on prend un rond-point, on est quand même on a l'impression d'être à 45 degrés dans la voiture. Hop. Personne d'autre sur le vote? Du coup, on dit que j'ai gagné. Eh bien, j'ai gagné. Pour moi, je reprendrai la 4L parce que c'est un morceau de fun absolu. Ah, Alexandre, j'ai quand même une préférence pour la 2 chevaux, simplement à cause de son apparence, absolument. Les formes arrondies, fluides par rapport au cube, et cet aspect plus l'image que nous fait des voitures des années 60. Oui, tout à fait. Ou une coccinelle, c'est une possibilité aussi, mais la coccinelle étant de la marque Volkswagen, donc allemande, la French Touch, on va dire. Mais oui, c'est vrai que pareil, le match du coup, on va dire des formes un peu plus arrondies entre la 2 chevaux et la coccinelle, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Hop. Et une 500 d'époque qui est arrivée un peu plus tard en effet sur le marché, et beaucoup plus petite aussi, avec un moteur aussi également à l'arrière pour la vieille 500, mais qui est très sympa aussi à conduire. J'en ai pas encore conduit de 500 d'époque, mais ça pourrait peut-être un jour arriver, qui sait. Je vous propose d'avancer, 35, histoire qu'on puisse continuer sur un rythme de croisière plutôt agréable, en parlant de la suite en électrique. Et oui. Les anciennes Alpines qui ont de la gueule, évidemment. Mais bon, une course entre une 4L et une Alpine, je pense que je sais qui gagne de manière assez facile. Sauf si on va prendre celle à 235 chevaux, mais je pense que en un virage, tu continues tout droit. Bref. Alors, pour la partie 5, la suite en électrique. Aujourd'hui, il y a deux manières d'acheter une 4L électrique. Donc, il y a la nouvelle génération qui va arriver, que je vais vous présenter juste après, qui a un petit peu cette gueule-là, qu'on va bientôt voir sur nos routes. Et il y a ce qu'on appelle le rétrofit. Le rétrofit, en fait, c'est le fait de retirer tous les aspects de moteur thermique d'une 4L. Donc, vous pouvez voir sur la photo du dessus, c'est un moteur thermique de 4L. Tout ce qui est le plus con, vraiment, c'est très simple. Comme vous voyez, c'est la simplicité absolue. Moi qui ne m'y connaissais absolument pas en mécanique, j'ai fait mes armes en fait sur le moteur de ma petite 4L et c'était super agréable parce que j'ai appris énormément de choses sur la mécanique grâce à ça.
Et en dessous, vous voyez, c'est un petit moteur en fait, électrique qu'on vient changer. Le but du rétrofit, c'est de reprendre une vieille carrosserie de 4L et de l'électrifier, tout simplement. Donc, garder, on va dire, l'ADN d'une 4L à l'époque et de mettre à la place enfin de ne pas avoir les contraintes, on va dire, de mécanique thermique et de n'avoir que de l'électrique. La fiche technique en parle d'elle-même, c'est 78 km d'autonomie. Ceux qui ont créé ça, en fait, se sont dit, quand on fait une balade en 4L, on ne va pas faire 3 heures de route, on ne va pas aller faire des centaines et des centaines de kilomètres. C'est le dimanche matin, je vais au marché, je vais chercher les pains, je fais une petite balade et je reviens, je n'ai pas besoin de beaucoup plus de kilométrage d'autonomie. C'est assez vrai dans un certain sens. Après, d'autres personnes, certains puristes diront, mais si, mais moi, je mets la 4L, je vais jusqu'au bout du monde, donc j'ai vraiment besoin d'avoir un moteur thermique. C'est le voir, mais effectivement, sous cette vision-là, c'est assez suffisant. Et après, la recharge complète sur prise dométique se fait en 3h30, c'est plutôt cohérent, et avec 25 chevaux environ de puissance, ce qui correspond largement justement aux anciens moteurs de la 4L. Donc c'est une électrification tout en gardant, on va dire, l'âme de la Renault 4. Et la petite fun fact que je vous ai mise, c'est que la première Renault 4 électrique, elle date de 1972. Et oui, là, c'est là où Renault ont été visionnaires, c'est qu'ils avaient prévu de créer une voiture complètement électrique, mais pas du tout électrique comme aujourd'hui on connaît avec des batteries au lithium, etc. Ils avaient mis environ une trentaine de batteries au plomb qui rechargeaient au fur et à mesure. Et donc c'était fait pour des petits trajets. C'est resté que, on va dire, en termes de... Enfin, ça n'a jamais été industrialisé, puisqu'effectivement, à l'époque, dans les années 70, on n'en avait pas grand-chose à faire de savoir si c'était électrique ou pas. Le prix du samplon 98 ne coûtait absolument rien, donc on faisait ce qu'on voulait, et donc les gens achetaient du thermique pour ne pas être, on va dire, obligés de recharger des batteries au plomb à longueur de temps. Je pense que dans tous les cas, ce n'était pas fondamentalement très économique. Pour répondre à ta question, tu regardes le même levier de vitesse? Non. Je pense que le levier de vitesse reste là juste pour faire un beau. Sur les Renault 4 Retrofit, c'est une petite... en fait, vu que c'est un petit moteur qui ne va pas très vite, c'est un variateur en fait. C'est une seule et même vitesse automatique. Tu enclenches le drive et tu y vas. Il n'y a pas d'effet de levier de vitesse sur les voitures électriques déjà de base, et encore moins sur celle-ci. C'est vraiment un tout petit moteur. Ça avance tout seul. C'est une Citroën Ami en fait. C'est triste à dire, mais on n'est pas loin. Hop. Voilà pour le rétrofit. Et sinon, aujourd'hui, si vous voulez avoir une nouvelle Renault 4, eh bien, il y a cette nouvelle génération qui arrive. Cette génération, on va la voir de plus en plus. Elle commence à être commercialisée. Elle a été commercialisée depuis cet été, je crois, et les premières livraisons ont lieu en octobre. Donc, normalement, sur nos routes, vous avez déjà vu ce truc un peu cubique qui ressemble étrangement à une 4L. Donc, il y a 5 ressemblances qu'on peut voir sur cette Renault 4. Il y en a 2, je pense qu'elles vous ont tout de suite sauté aux yeux. C'est donc la calandre à l'avant, donc qui vient encadrer les phares comme sur l'ancienne génération, et les phares à l'arrière qui sont plutôt, on va dire, reconnais, qui sont un petit clin d'œil. L'autre chose, c'est le haillon. Je vous ai parlé de ce haillon qui est très droit, qui coupe vraiment l'arrière de la 4L. Et bien, sur celle-ci aussi, on voit que le haillon est très droit. Ils ont réussi vraiment à mettre du moderne dans du vieux, c'est-à-dire qu'on a ce coffre qui est très droit et qui correspond un petit peu à l'image de la Renault 4. Et il y a aussi la custode, cette petite fenêtre dont je vous parlais tout à l'heure ici, qui effectivement ressemble à la petite fenêtre qu'il y avait à l'arrière des anciennes 4L. Je n'ai pas de photo à vous montrer, il faudra que je remonte, donc ce sera pour un peu plus tard. Mais cette custode, elle est présente. Et après, le dernier détail, vraiment, il est plus compliqué à trouver, c'est au niveau des portières. Vous voyez en bas des portières, là, il y a des petits traits. Sur certaines 4L, certaines générations, il y avait des garde-portes en fait, en plastique qui étaient mis sur le bas des portières. Et donc, ils ont voulu les retrouver, ils ont voulu mettre un petit hommage à ce niveau-là. C'est la dernière ressemblance entre l'ancienne génération et la nouvelle. Je ne vous ai pas mis le tableau de bord parce que le tableau de bord, il est moderne. Il n'y a absolument rien qu'ils aient pu garder, qui soit dans cette nouvelle version. Donc, il n'y a pas de levier de vitesse à 4 vitesses. Ce ne sont que des voitures électriques, donc en boîte automatique avec des tableaux de bord modernes. Donc, je n'en ai pas mis parce que je pense que c'était moins drôle.
L'enfant légitime, la mère 4L et le père peut-être Sandero. Ça fait mal au cœur. Ça fait un peu mal au cœur d'entendre ça. Mais oui. Alors, pour la fiche technique, oui, alors la recharge en 22 heures, c'est si tu es sur une prise domestique. Si c'est la même prise sur laquelle tu recharges ton iPhone, ça prend 22 heures. Si tu installes chez toi une petite borne, etc., ça prendra moins de temps. Je n'ai pas de voiture électrique, mais pour avoir quelques personnes qui en ont, ça se fait en 3 heures, je crois, sur des bornes suffisamment puissantes. Tu peux même être en 3/4 d'heure être rechargé complètement. C'est vraiment là, c'est sur une prise, tu tires ta rallonge, tu en as pour 22 heures. Et donc ça a 415 km d'autonomie, un tout petit peu plus que le Retrofit, et 150 chevaux, donc là pareil, imbattable. Aucune 4L ancienne, je pense, ne pourra battre réellement cette nouvelle 4L en termes de départ arrêté. Voilà un petit peu pour la nouvelle génération. On la verra. Je vous laisse vous faire une idée, plus on la verra. C'est comme la Renault 5 là, qu'on croise un petit peu partout. Au début, je ne savais pas trop quoi en penser. Plus je la croise, plus je m'y habitue. On verra un petit peu ce que ça donne avec cette Renault 4, même si je pense que si j'ai le choix entre une ancienne et une nouvelle, à titre complètement personnel, je me jetterai sur l'ancienne, bien évidemment. On continue. Alors, on arrive sur les conseils achats. On est bientôt sur la fin. Promis, vous allez arrêter de m'entendre parler après ça pour les conseils achats. Alors, si vous voulez acheter une 4L, je vous parle de l'ancienne génération, bien évidemment. La nouvelle, vous allez en concession et tout ira bien. Pour l'ancienne génération, voici les quelques conseils que je peux vous donner. D'abord, c'est l'important de connaître son besoin. Sachez qu'une berlinette, c'est juste une 4 places. Il n'y a pas de possibilité de rajouter une 5e place. C'est comme Twingo, il n'y a que 4 places dans les berlinettes. Dans tout ce qui est fourgonnette, donc F4 ou F6, ce qui change, c'est juste la taille du fourgon à l'arrière. C'est un utilitaire avec juste 2 places. Vous ne pouvez pas ajouter de place à l'arrière. J'avais posé la question à l'époque, mais ça n'était pas possible. Donc déjà, vous connaissez un petit peu votre besoin sur ces éléments-là. Deuxième chose, c'est le budget. Aujourd'hui, ça va entre 2 000 et 10 000 euros. Pourquoi il y a un tel changement? Vous le voyez juste en dessous, il y a le 4L Trophy. Donc il y a beaucoup de voitures qui partent dans le 4L Trophy, qui se vendent aux alentours de 3 000, 5 000 euros et qui font, en général, ça change d'équipage. Ça repart dans le désert marocain, ça revient, c'est racheté, ça repart, etc. Moi, j'avais acheté une voiture qui venait du 4L Trophy, qui était à 3 500, je crois, à l'époque, et qui fonctionnait merveilleusement bien. C'était un passionné qui avait fait le 4L Trophy, qui l'avait gardé, retapé dans son coin, et c'était génial. Il y a d'autres voitures qui sont en moins bon état, qui reviennent du désert avec un peu moins de peps qu'avant, et donc il faut être vigilant là-dessus. Si vous voulez partir en raid, achetez une autre 4L Trophy, c'est pas très cher, et vous aurez de quoi faire. Si vous voulez vraiment une collection, une voiture qui a été restaurée, etc., je vous invite à davantage vous adresser à des garages spécialisés ou des clubs de rétro-passion en général, où il y a régulièrement donc, des voitures qui se vendent, où c'est des passionnés qui les retapent de fond en comble. Vraiment, c'est une voiture neuve. Et là, forcément, vous irez plus chercher sur les 10 000 euros. Ou alors, c'est des versions un peu spéciales, comme je vous ai montré au début. La version Bye Bye, là par contre, effectivement, vu qu'il y a très peu de voitures qui ont été produites et que sur les 1000, il ne reste pas 1000 aujourd'hui, forcément, la cote a grimpé. Quand vous allez voir le vendeur qui vend sa voiture, il y a 3 questions à poser qui sont extrêmement importantes. La première, c'est quel moteur là-dedans? Un moteur Cléon ou un moteur Billancourt? Le moteur Billancourt, c'est le moteur qui était au tout début, vraiment sur les toutes premières versions de 4L. Ça veut dire que si vous achetez un Billancourt, vous achetez les premières versions, c'est-à-dire là où il y aura peut-être un peu plus de problèmes mécaniques. C'est des moteurs qui se font un peu vieux. Il faut faire attention. Moteur Cléon, c'est des moteurs qui sont beaucoup plus modernes, qui sont en fonte et qui vous apporteront moins de soucis à l'achat et dans sa gestion au quotidien. Je vous invite, si vous êtes vraiment néophyte, à vous lancer sur un moteur Cléon, et en plus, ils sont plus puissants, plus rigolos en termes de vie. Et oui, ça vient de là. Le moteur Billancourt, ça vient des usines de Boulogne-Billancourt, effectivement, et les moteurs Cléon, c'est de l'usine Cléon en Normandie. La deuxième question à poser, c'est le lieu de parking. En fait, la 4L, comme je vous ai dit, le fond plat en dessous, c'est de la tôle, c'est-à-dire que c'est extrêmement fragile. Ça peut prendre l'humidité, ça peut prendre la rouille. Je vous montrerai des photos juste après. C'est très moche, une voiture qui a rouillé, parce que c'est énormément de frais, énormément de complexité à retaper. Donc, si la voiture dort dehors depuis 2 ans et qu'elle n'a jamais démarré, c'est très complexe. Attendez-vous à devoir avoir des travaux de restauration.
Si elle est dans un garage et qu'elle tourne assez régulièrement, c'est plutôt bon signe. Et après, c'est la fréquence d'utilisation de la voiture. Comme je disais, si c'est une voiture qui n'a pas tourné depuis 2 ans, il y a peut-être une vidange à faire et il faut faire le contrôle technique. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être bloquants, notamment aussi le liquide de refroidissement, le liquide de frein. Il faut s'attendre à quelques frais supplémentaires sur l'achat de la voiture. Sur la droite, je vous ai mis les bons éléments à garder en tête. Donc, le démarrage à froid, il est important que ce soit vous qui démarriez la voiture. Si le vendeur vous a dit j'ai fait un petit tour avant, juste avant pour la chauffer, etc., très bien, c'est très sympa de sa part, mais peut-être que la voiture a du mal à démarrer à froid. Il y a des bougies d'allumage qui sont un peu gênantes. Il y a la bobine d'allumage qui fait des siennes, etc. Des choses qu'on ne peut pas tout de suite déceler. Donc, vraiment insister pour démarrer la voiture à froid et voir est-ce qu'elle démarre en 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut que ce soit des choses que qu'on puissiez aller voir. Contrôlez l'état de l'huile. Donc, vous ouvrez, hop, je vais vous prendre la photo. Sur l'ancien moteur, là, vous avez le petit bouchon rouge. Vous ouvrez celui-ci et vous tombez. Donc, il y a de l'huile à cet endroit-là. Si l'huile est bien noire, il n'y a aucun problème. S'il y a un petit effet mayonnaise, c'est que il y a probablement des frais à prévoir dessus, notamment un joint dans le moteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a probablement cet aspect à faire. Et après, quand vous conduisez la voiture, un joint de culasse. Merci beaucoup, Daniel. Et après, c'est le passage des vitesses. Quand vous conduisez la voiture, regardez bien, faites bien en sorte que toutes les vitesses passent bien, parce que, pareil, changer une boîte de vitesse, déjà de base, c'est très compliqué. Alors, sur une 4L, c'est pas encore plus compliqué, mais il faut avoir des connaissances, parce que c'est une salade de pistons et c'est très, très, très compliqué à gérer. De pignons, pas de pistons, de pignons. Les éléments sur lesquels il faut faire attention, c'est la rouille, les longerons des châssis. Je vous montre une photo juste après. Le 4L Trophy. Si la voiture a fait le 4L Trophy, c'est très bien. Si ça se trouve, elle roule parfaitement bien, mais il faut faire attention un petit peu dans quelles conditions. Est-ce que le 4L s'est bien passé? Est-ce qu'il n'y a pas trop de sable? Parce que le sable est corrosif. Et donc, je vous rappelle que ce sont des petits des planchers qui sont fragiles, donc il faut faire attention. Est-ce qu'elle a bien été nettoyée? Est-ce qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi quand ils sont lancés dans le 4L Trophy? Il faut faire attention. Et après, c'est les plaques d'identification. Les plaques d'identification, elles sont dans le compartiment moteur. Je vais essayer de voir si c'est sur la photo. Vous voyez, tout en haut à gauche, il y a une toute petite plaque grise qui est là et qui nous permet d'identifier le moteur. Donc, le moteur l'identification du châssis et du moteur. C'est-à-dire que vous pouvez voir de temps en temps que, par exemple, le moteur qui est dans la voiture avec le numéro d'identification, ce n'est pas le même. Peut-être se renseigner pourquoi. Est-ce que la voiture a fait une restauration complète et on a changé le moteur parce que l'ancien était rincé? Ou est-ce qu'on a fait de briques et de broc, on a pris 3-4L qui étaient complètement mortes et on en a fait une voiture plus ou moins présentable qu'on va revendre? C'est possible. Voilà pourquoi il faut faire attention sur ce genre de choses. Je me rends compte à l'instant, je vous parlais de la barre, au tout début, je vous parlais de la barre de passage de vitesse. Et vous la voyez, cette barre ici, c'est la barre noire qui va de droite à gauche et qui est restée sur le moteur électrique. C'est cette longue barre qui redescend après tout à l'avant du moteur. C'est ça c'est la barre qui est reliée au levier de vitesse dans la voiture. Voilà, petite digression, je suis désolé, je reviens des années après dessus, mais comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Et après, là où je vous conseille de fuir, c'est quand il n'y a aucun suivi. Si vous voulez acheter une 4L et que la personne vous dit « Alors moi, j'ai pas de facture, la carte grise, c'était à mon cousin, je ne l'ai pas, mais il n'y a aucun problème, etc. » Fuyez. En général, sur ce genre de vieille voiture, ça demande de l'entretien. Ce sont des voitures qui demandent de l'entretien, donc vous aurez toujours une petite facture qui traîne sur un filtre à essence, sur des plaquettes de frein, sur plein d'éléments sur lesquels il faut faire très attention. Si quelqu'un n'a aucun suivi et n'est pas capable de vous dire quels ont été les travaux faits récemment dessus, c'est qu'il y a quand même un très gros problème et que la voiture est dans un mauvais état. Même si le contrôle technique est validé, faites attention, posez-vous les bonnes questions sur ce genre de vente. Et les points de vigilance principaux, donc comme je vous disais, la rouille, c'est pas du tout le bon élément. Donc voici un fond plat d'une 4L et voici les 3 éléments sur lesquels il faut faire extrêmement attention aujourd'hui, parce que vous voyez, c'est des points de rouille qui peuvent avancer. Le premier en haut à gauche, c'est ce sur quoi va reposer le moteur. Donc c'est quand même super ennuyant s'il y a de la rouille comme ça, c'est-à-dire qu'à tout moment, il peut vraiment y avoir une casse, une fissure complète de cette pièce et le moteur va bouger. Et là, c'est des frais qui sont immense. Vous ne revendrez jamais votre voiture en l'état et ça vous coûtera très très cher en restauration.
Pour l'info, juste un plancher comme ça de 4L, ça vaut l'équivalent de 2000-2500 €. On en trouve assez facilement. Mais voilà, il faut se dire que c'est quand même 2500 balles qui partent hors frais de main-d'œuvre, forcément, parce qu'après, il faut aussi remettre le moteur, la caisse, les roues et tout le petit. Le deuxième point en bas que vous voyez, c'est là où vous voyez la petite excroissance sur le bord du châssis. Je commence à fatiguer. C'est là où vous pouvez mettre le cric pour changer de roue ou pour faire des travaux, etc. Si vous traversez le plancher en mettant le cric, c'est un problème. C'est un élément que vous pouvez demander au vendeur, c'est de mettre la voiture sur cric et voir si ça tient. Si ça ne tient pas, bah, écoutez, c'est qu'effectivement, il y a un truc qui cloche. Et le dernier, c'est à l'arrière. C'est ce qu'on appelle les longerons. Et c'est là où il faut être extrêmement vigilant parce que c'est la partie la plus fragile dans une 4L. Ce sont les longerons arrière. C'est eux qui vont venir emmagasiner tout le poids de la voiture et qui vont faire aussi la relation avec les amortissements. Donc, il faut vraiment que ce soit il faut être extrêmement vigilant sur ces points-là. Et j'ai pris cette photo en particulier parce que vous voyez, ça a été rempli à la mousse expansive, à la mousse polyuréthane. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Donc, soyez très vigilants sur ces points-là. Je vous invite, si vous voulez acheter une 4L, c'est de prendre un petit tournevis avec vous et de donner des petits coups. Vraiment, pas de bourriner comme un malade. Le but, c'est pas de planter le tournevis dedans. Mais si c'est de la rouille, on va dire, très éphémère, c'est pas grave, il faudra la gratter et la stabiliser rapidement. Si c'est de la rouille comme ça et que vous passez vous traversez le longeron ou n'importe quelle pièce avec le tournevis, c'est quand même que là, il y a un très très gros problème. Et donc, soit vous vous lancez dans une restauration, soit effectivement vous passez votre chemin et vous allez sur une autre voiture. Voilà pour ces petits points de vigilance principaux, et c'est ainsi que se termine ma présentation. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez un peu voyagé pour certains dans l'histoire de cette Renault 4, dans notre patrimoine français. C'est vrai que de temps en temps, on entend beaucoup cette phrase, que ça fait partie de notre patrimoine un petit peu non culturel, mais automobile. Voilà. Voici une voiture que j'ai eu énormément de plaisir à conduire. J'ai dû m'en séparer malheureusement à contre-cœur parce que j'ai eu 2 enfants et que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et c'est des voitures qui demandent de l'entretien. Mais soyez certains que quand j'aurai un peu plus de temps et mon garage à moi, j'aurai ma 4L à moi et ce sera trop bien. En tout cas, merci beaucoup pour les échanges. C'était super nourri, c'était très agréable. N'hésitez pas si vous voulez d'autres éléments comme ça, si vous voulez que je fasse un focus sur la 2 chevaux, sur la coccinelle, sur la 500, etc. Ça peut être un élément qui peut être rigolo à faire.